Moi, c'est de nouveau Jean Depanche, compagnie Astrophe, et Yana et Stéphane. Yana Et Stéphane Choucroune. Et Stéphane Choucroune. Voilà. De la compagnie Est-ce vrai. Compagnie Est-ce vrai, voilà. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai lu votre dossier. Vous avez un projet passionnant autour qui s'appelle Notre École. Hein, c'est bien ça. Et qui est tout à fait étonnant, qui m'a beaucoup intéressé, et avec une dramaturgie, un concept voilà, très complexe. Moi, j'ai envie de vous poser, première question que j'ai envie de vous poser, où est-ce que vous en êtes? Alors, donc, tu veux vraiment commencer comme ça, là? Enfin, parce que on travaille, nous, on travaille sur le processus. Tu vois, on travaille sur l'enquête, sur le travail, Ouais. sur le moment où on va commencer le projet. Donc le projet, il commence maintenant. Et on a 2 ans, parce qu'on va commencer, on va faire la création début 2023. Oui. Et donc, ça, on pourrait l'intégrer éventuellement dans le spectacle, si tu en es d'accord. C'est Moi pas forcément toi qui jouerais dans le... Non, non. Dans le spectacle. C'est pas toi qui vas jouer dans le spectacle. On va convoquer 2 autres interprètes, en plus de Yana et moi. Mais bon, ça pourrait éventuellement commencer comme ça. Et donc, on serait dans l'obligation de définir l'endroit où on est par rapport au projet. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux présenter dans 2 jours au groupe des 20, là, enfin aux professionnels? Oui, ça me paraît être une entrée en matière. C'est une entrée en matière, d'accord. Intéressant, puis c'est assez direct quelque part. C'est direct. Alors je vais te répondre directement. Ouais. Nous, vraiment, on est au début, quoi. Au début du début. D'accord. C'est-à-dire que D'accord. on est vraiment dans D'accord. la. D'accord, ça- Et donc, dans la mesure où on travaille sur l'enquête, on va faire une enquête. On va faire plus qu'une enquête, en fait. On va faire une expérience. On va traverser pendant 2 ans, tu vois, D'accord. une forme d'expérience sur l'école, mais qui a commencé en fait bien avant, parce que en fait, elle a commencé quand on a commencé l'école. Il y en a comme moi. Et vu qu'on travaille sur l'intime et sur le personnel, on est un couple. Et donc, du coup, on va travailler aussi sur notre rapport avec notre enfant, parce qu'on a une fille. Et du coup, on va parler à l'école, voilà. le rapport à l'école, enfin le problème que ça peut poser l'école, enfin les réunions parentales et tout ce qui nous traverse comme ça. Moi, j'ai aussi une ouais. fille qui est à l'école. Ça, peut-être qu'on peut le dire aussi, ou oui, ça peut Oui, être tu peux. voilà, ça peut faire partie ça crée de- un lien en fait. ouais, ça crée du lien. Ça, on va le dire aussi. L'idée, c'est D'accord. ça, c'est le lien. C'est le lien qu'on va Ouais. établir. Vas-y. Non, là, t'as plus rien à dire en fait. Non, mais si, c'est le lien qu'on va établir avec l'ensemble des personnes avec qui on va dialoguer. Oui. C'est l'idée, donc à travers cette expérience. Parce qu'en fait, on a travaillé pendant 3 ans, ça fait 3 ans là qu'on travaille sur un gros projet avec tous les ans 150 enfants, en fait, des primaires et des collégiens. Et on a rencontré du coup énormément de profs et d'élèves. Et on va parler aussi de cette expérience de terrain. Là, pour le coup, c'est vraiment c'est une expérience de terrain. On va parler de ça aussi. Ouais, peut-être pour cadrer, parce qu'on va pas avoir énormément de temps Faut non cadrer. plus. Hein. Je pense qu'il faut cadrer un petit C'est peu. le principe de l'école. C'est-à-dire voilà, donc en fait, C'est ça. Mais si j'ai bien On va en compris, parler. Voilà. alors sur le donc vous parlez de l'école, sur le plateau, et alors il y a un peu cette idée de se dire, tu me coupes, hein, enfin, Non. d'ailleurs tu pourrais me couper. Non, mais en Tu fait, peux aussi- coupe-moi, voilà. ce pourquoi, voilà, là je te coupe. Ouais, voilà. Donc en fait, là voilà, ce pourquoi on t'a dit qu'on essayait de reconstituer ce qu'on a traversé il y a 2 jours, là maintenant, enfin, qu'on parlait donc de ce qu'on allait faire dans 2 jours, donc de ce qu'on fait là maintenant, c'est parce que c'est une situation qui nous rappelle, qui moi me rappelle beaucoup l'école et qui est totalement traumatisante pour moi. À savoir de devoir présenter ce que je fais devant un public quand il n'y a pas de texte, quand il n'y a pas une parole de quelqu'un d'autre. C'est ça. Voilà. Donc, en gros, on t'a... Oui, mais Alors, au plateau, après, il y a des concrètement, éléments concrets. On peut te parler de choses concrètes qui D'accord. existent. Hein. Donc, il y aura Yana et moi. On va parler à notre endroit pour répondre à une question qui a été posée. Nous, on parle de cet endroit-là. Donc, on reconstitue des moments vécus, si tu veux. Et dans la mesure où on est en couple, ça va parler aussi de ça, quoi. De notre rapport à notre enfant et de notre rapport à l'école à travers notre enfant. Oui, enfin, concrètement, ça parle de ce que c'est que la vocation d'un enseignant aussi. Enfin, comment on peut préserver la vocation dans tout ce bordel-là.
comment on peut préserver la curiosité d'un enfant dans tout ce bordel-là. Et ça, du coup, j'avais envie de rebondir. Je suis désolée, mais du coup, je casse complètement de ce qu'on a essayé de mettre en place, parce qu'il y a Catherine qui a posé une question. Voilà. Et qui a dit en quoi ce qui nous traverse dans nos créations, et c'est très concret, enfin voilà, c'est une urgence absolue de parler de ce de l'école, de ces 3 ans passés à l'école, au moment où l'école a fait défaut, à savoir au mois de mars. Enfin, ça fait longtemps qu'on a envie de parler de ça, mais au mois de mars, j'ai dû faire école et c'était une catastrophe. Et je me suis rendu compte de l'importance que ça avait. Donc on va parler de ça. Et le fait est qu'on a aussi beaucoup d'amis qui sont profs. Oui. Donc du coup, on va se retrouver avec un binôme de profs. Il y a un binôme de profs au plateau avec nous. Ça, je pense qu'il faut le dire. Ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Là, je suis en train de le dire. Donc il y a un binôme de profs au plateau avec nous et un groupe d'habitants. Parce que dans chaque ville où on va jouer, on va travailler avec une dizaine, une quinzaine, on verra, d'habitants et de très petits à très 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 vieux. Et on va essayer de constituer le laboratoire intergénérationnel des rêveurs et des bâtisseurs d'écoles, donc libres. Voilà. Mais il y a une question. Pour essayer d'inventer une école où on a envie d'aller. Voilà. Oui, donc alors concrètement, on va reconstituer un conseil de classe, parce que c'est le moment le plus traumatisant, souvent. Et on va reconstituer ça avec donc 2 autres interprètes, donc Jean-Baptiste et Delphine. Voilà. Et avec un binôme de professeurs qui changera au fur et à mesure, parce qu'ils ne sont pas toujours libres. Un professeur en début de carrière, un professeur en fin de carrière. Voilà. Et un cœur d'habitants en fonction des... Ah, tu l'as dit. Okay. Mais alors, dans le dossier, ça c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être... Enfin, je ne sais pas, après tu me dis, je pourrais peut-être vous demander aussi, mais vous parlez beaucoup de reconstitution, même de crise aussi, de travailler sur l'accident, sur le spectacle qui serait d'écriture, une reconstitution même de l'enquête. Je te coupe. Non, mais c'est pour que les gens comprennent quand même. Oui, mais justement, pour répondre aussi à ce que disait Catherine, parce que moi aussi ça m'intéressait de... Par exemple, le dernier spectacle qu'on a joué hier, un spectacle qui s'appelle Se construire, et en fait c'est l'histoire de Yana et Stéphane qui essayent de faire un spectacle sur un quartier de Sevran qui s'appelle le quartier des Bodottes, et ça, cette enquête de terrain, on n'a pas pu la faire. Donc, on a fait des entretiens téléphoniques. Et donc, le spectacle, c'est Yana et Stéphane qui font des entretiens téléphoniques. Et qui essayent de faire un spectacle sur un territoire où ils ne peuvent pas aller. Donc, en définitive, notre école, ça sera un spectacle sur l'école, sur l'impossibilité de faire un spectacle sur l'école. Ce qui répond à la question de quelqu'un sur le protocole et sur la réflexion sur les protocoles. Mais là, peut-être que je vais trop loin. Ça, tu crois qu'il faut le dire? Je ne suis pas sûr. Ça risque de... Ça peut semer la confusion. Peut-être. Voilà, on y est, non, je crois, j'ai l'impression. Je sais pas, en termes de temps. Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes, c'est énorme. Il reste 2 minutes. Qu'est-ce que... Non, c'est juste sur cette question justement de l'écriture, parce que moi, tu vois, je me fais un peu l'avocat du diable. Je peux, voilà, si c'est pas, si ça, non, tu me dis, je suis l'avocat du diable. Tu parles finalement d'une écriture, hein, de qui moi j'entends écriture, c'est-à-dire qu'on contrôle, hein, on ne laisse pas prise à la réalité de venir. C'est l'inverse de l'improvisation. Hein, je caricature un petit peu, mais l'écriture. Et en même temps, vous me parlez finalement de mettre en scène une reconstitution de ce qui s'est passé par le passé. Et est-ce qu'il n'y a pas là finalement un hiatus ou tu vois, une contradiction? Enfin, Sur notre histoire? Bah oui, parce que notre histoire, par exemple, c'est le spectacle qu'on a failli jouer au mois de mars dernier. Finalement, pas. On devait faire la création en novembre. Ça a été annulé. Non, mais on va la faire peut-être en avril, peut-être. Ça a été reporté. Et donc ça, c'est un spectacle qu'on... voilà. En fait, on a l'impression qu'on reconstitue la rencontre entre donc, une Allemande et un Juif. Enfin, c'est nous. Et en fait, on a l'impression que c'est en direct qu'on reconstitue toutes les séquences de notre rencontre et tous nos problèmes, tous les questionnements par lesquels on a été... Les tensions qui peuvent éventuellement nous traverser par rapport à ce sujet. Par rapport à ce sujet. Et en fait, tout ça, c'est écrit. C'est même édité. D'accord. Ça, c'est intéressant. Ça, je crois qu'il faut le dire, parce que c'est concret, tu vois, pour qu'on puisse se projeter dans... précis, en fait. Voilà. Ça a l'air très improvisé, mais c'est comme ce qu'on est en train de faire. Voilà, c'est important. Peut-être qu'aussi, la compagnie, elle s'appelle Est-ce vrai? Donc, voilà. On travaille sur le vrai et sur le faux. Et sur le réel ou pas. Judith de Paul, compagnie Ma Belle Octobre. On va commencer avec la question qu'on t'a posée il y a quelques jours
et qui nous a menés loin. C'est quoi pour toi, le théâtre du réel? Alors, je dirais peut-être une tarte à la crème. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression de faire autre chose que ce que je faisais il y a 20 ans. Il y a 20 ans, ça s'appelait du théâtre expérimental. Après, ça s'est appelé du théâtre historique. Après, du théâtre politique. Après, du théâtre documentaire. Et maintenant, c'est du théâtre du réel. Donc voilà. Donc je suis un peu confuse. Et je dirais plutôt en fait quelque chose que j'essaye de répéter depuis le début, parce que c'est ça mon obsession réelle, c'est d'interroger ce que, mais c'est très personnel, ce que j'appelle moi les zones de non-existence. Et c'est pas moi qui ai inventé ce terme, je l'ai lu dans un livre qui s'appelle Histoire et Trauma, et qui est un livre de Françoise Davoine et Jean-Marc Godillère qui interroge la folie des guerres. Et quand j'ai lu cette expression qui raconte comment les guerres créent des zones de non-existence, et on peut par exemple prendre le cas de la guerre d'Algérie en France, il y a vraiment un saut transgénérationnel qui fait qu'il y a même des zones d'évitement. Et ben voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est de mettre en exergue des zones de non-existence. Donc ça fait quoi, 20 ans que tu fais ça? Ça fait à peu près 20 ans que je fais ça, oui, effectivement. J'ai interrogé des choses très différentes, le théâtre au goulag, les sportifs de haut niveau, le cosmos, le terrorisme. Et là, depuis quelque temps, je me suis engagée dans une aventure autre que celle de metteuse en scène. J'ai créé avec Ariel Sipel l'atelier des artistes en exil, qui consiste à accompagner des artistes en exil arrivés sur le territoire français dans un accompagnement total, que ce soit linguistique, administratif, psychologique, artistique et tout ce que ça peut engendrer. Et en fait, j'ai eu assez envie d'arriver à faire coïncider mes deux casquettes, donc que ça ne devienne qu'un seul chapeau. Et d'abord, en arrivant à l'atelier, j'ai recueilli des récits d'exil avec toujours la même systématique, parce que je suis assez obsessionnelle, donc j'ai une démarche très anthropologique, je pose toujours les mêmes questions jusqu'à ce que peut-être je les épuise ou pas. Et donc, j'ai interrogé les artistes sur quel avait été le moment de rupture, de bascule où ils avaient décidé de partir et qu'est-ce qu'ils avaient réussi à mettre en œuvre. Donc, évidemment, on a vraiment toutes les questions de l'exil, quelles qu'elles soient, avec tous les chemins pour arriver en France. Donc ça, c'est un spectacle que j'aurais été très heureuse de vous présenter au Métallo le mois prochain, mais a priori, c'est plutôt reporté en mars 2022. On essaiera de faire des choses quand même le mois prochain au Métallo dans le cadre d'une... je ne sais pas, une co-COP sans public, une COP sans public, mais après il y aura la COP avec public, peut-être. L'étape d'après, donc dans ce spectacle avec les récits d'exil des artistes, ce ne sont pas les artistes qui racontent leurs histoires, ce sont des comédiens que j'ai eus à l'école de Cannes, les RAC. Et l'étape d'après, c'était de travailler avec les artistes. Et donc, j'ai réuni un certain nombre de ces anciens étudiants de l'ERAC, les mêmes, qui avaient porté ces histoires, qui les portent toujours, puisqu'on en est à 28 histoires, 4 spectacles différents, et de les faire travailler avec des artistes en exil que je côtoie au quotidien et dont je connais, vous avez compris, les histoires pas mal. Et donc, dans un spectacle qui porte, je vais me répéter, sur les portées disparues, sur les personnes disparues. Pourquoi ? Parce que la question de portée disparue pour beaucoup d'entre eux se pose réellement, parce qu'ils sont déplacés, parce qu'il y a l'éloignement, parce que souvent ils viennent d'endroits avec des régimes totalitaires qui font qu'eux-mêmes ont été portés disparus pour certains. Le scénographe a été porté disparu plusieurs fois parce qu'il était en prison et qu'il a été vraiment porté pour mort par rapport à sa famille. Et aussi, voilà, au départ, c'était vraiment une intuition. C'est-à-dire que moi, je suis obsédée par la question des bébés disparus de la dictature d'Argentine. Il y a 500 bébés qui ont été confisqués à comment on pourrait dire, des gauchistes. Et ils ont été donc confisqués et confiés à des amis du régime pour qu'on les rééduque dans le droit chemin. Et donc cette question-là de bébés confisqués, c'est quelque chose qui me hante depuis quelque temps, et j'ai voulu la donner en partage à ces artistes, et je me suis aperçue qu'en fait il y avait des histoires absolument partout et que ça résonnait, et que toutes ces personnes portaient
portées disparues et dont on ne peut pas dire qu'elles sont mortes tant qu'on n'a pas trouvé de corps, et donc qui hantent les vivants. C'était quelque chose que je trouvais était très d'actualité dans nos sociétés, parce qu'il y a les portées disparues, les disparus volontaires, il y a les disparitions forcées, les disparitions accidentelles, les disparitions involontaires, comme par exemple on classe les malades d'Alzheimer dans cette catégorie-là. Vous en connaissez tous certains qui partent de chez eux puis on ne les retrouve plus. Donc voilà, toute cette question-là, j'avais envie de la réunir dans une fresque où chacun partirait de là d'où il vient et de ses origines pour raconter une histoire en particulier, donc que ce soit les Ouïghours, puisque dans le spectacle, on a une chanteuse ouïghour qui ne raconte pas son histoire de façon frontale, raconte l'histoire d'une autre chanteuse très connue et qui en fait se sert du spectacle pour faire une tribune sur ce qui se passe en ce moment en Chine et avec les camps d'extermination ouïghours, enfin extermination en tout cas, disons assimilation et rééducation très forcenée, et notamment avec les enfants, etc. Donc voilà, on traverse les évaporés japonais, les enfants de la Creuse, puisque vous savez, on a confisqué des bébés à La Réunion pour repeupler certaines régions françaises dans les années 60. Les enfants marxistes, enfin de familles marxistes du franquisme, et puis des disparus partout, parce qu'en fait, il y en a partout. Dès qu'il y a un régime totalitaire, et il y a des disparitions forcées. Tu nous parlais tout à l'heure de la forme, et notamment de la langue, enfin des langues, et de la danse, du chant. Oui, je travaille avec des personnes qui ne parlent pas encore tout le français, parfois pas très bien du tout même. Donc l'idée était que chacun puisse parler dans sa langue, ou en tout cas switch d'une langue à l'autre. Donc on a, je pense, une dizaine de langues au plateau, et voilà, les sous-titres, enfin des surtitres, des projections vidéo prennent le relais quand les personnes parlent dans leur langue. Alors on jongle un peu parce que comme pour l'instant, dans ce qu'on a travaillé, c'est d'improviser, donc il faut arriver à capter le moment où ils vont switcher dans leur langue. Mais l'idée, c'était aussi ça, de plus s'embarrasser de ce type de protocole. Et puis, si vraiment les personnes sont ce qu'elles sont et qu'elles racontent leurs histoires, alors qu'elles le racontent dans leur langue, tant qu'à faire, ou en tout cas quand elles se sentent à l'aise. Et la question de la musique, de la danse et du chant, puisqu'il y a beaucoup de chants choraux et que chacun a appris des chants dans des langues qui ne sont pas la sienne. C'était l'idée aussi d'arriver à faire un corps unique grâce à la danse. On travaille beaucoup sur la question de la transe, comment on communique avec les esprits, puisqu'en fait, il y a des esprits au plateau, il y a des portées disparues qui réapparaissent. Et surtout, voilà, essayer de porter ensemble cette forme de même gravité, mais qui, en fait, dans le spectacle, parfois, est plutôt assez cocasse et comique, puisqu'on est dans une situation en fait assez drôle, c'est-à-dire qu'il y a le pitch, c'est un couple a une fille qui a disparu il y a 6 ans. Chaque fois que c'est son anniversaire, ils dressent une grande table parce qu'ils sont persuadés qu'elle va revenir parce que c'est son anniversaire, donc ils font un grand banquet. Et en fait, ce jour-là se pointent 2 charognards, c'est-à-dire, c'est un type de personnes qui existe, c'est-à-dire des personnes qui sont spécialisées pour retrouver des portées disparues. Et donc, il y a un vrai business. Il y a un vrai business de tests ADN, de vente d'eau déterrée, trouvée, qu'on vend aux familles dont les disparus, dont des proches ont disparu. Et donc, c'est un couple avec l'un qui est très monsieur technologie, qui a mis au point des logiciels pour retrouver les disparus, et l'autre qui est au contraire très plutôt comme un marabout ou un chaman, donc qui fait le marabout ou le chaman, afin d'essayer d'escroquer cette famille qui n'en peut plus d'attendre cette fille qui ne revient pas, qui a disparu un jour pour aller boire un coup avec une amie. Et en fait, leur arrivée fait surgir plein de fantômes. Et en fait, ces 2 mondes-là ne se voient pas. Enfin, si, les disparus voient les vivants, mais les vivants ne voient pas les disparus. Et donc, ça crée des histoires très loufoques, d'autant plus que le dernier de la famille est un handicapé, et lui, il communique avec les 2 mondes. Et donc, en fait, dès qu'il se passe quelque chose, c'est forcément le pauvre handicapé qui est responsable de tous les maux et de toutes les conneries qui se passent dans la pièce, puisque
il y a parfois des choses un peu apocalyptiques autour de ce repas, la table qui se casse en deux, des choses qui tombent, des carafes qui flottent dans l'air, puisque on ne voit pas la personne qui les tient. Voilà. On a encore plein de questions, mais il faut qu'on arrête. Eh bien, merci. Donc, on va passer à toi, Olivier Augron. Oui. Compagnie Les Apaches. Collectif Les Apaches. Collectif Les Apaches, pardon. Très important, on y reviendra. Et tu vas nous parler de ton projet Convocation. C'est ça. Alors, très rapidement, mais tu le redéfiniras beaucoup mieux que moi, c'est un projet qui interroge la question des jurés populaires. Et pour toi, c'est quelque chose de très important et tu nous définiras ça. Pourquoi? Et surtout, ce que j'aimerais bien, c'est que tu reviennes au point de départ. Pourquoi tu as voulu faire ce projet? Eh bien, ce projet, la jeunesse de ce projet, elle s'inscrit vraiment pour le coup dans quelque chose de vraiment très réel. C'est-à-dire que c'est au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, évidemment avec le traumatisme terrible que ça a été. Et en même temps, voilà, après cette sortie incroyable, populaire, voilà, de toutes les personnes qui sont allées manifester dans cet élan, en fait, je me suis dit, mais c'est incroyable cet élan qui fait nation dans le bon sens du terme. Voilà, alors que depuis des années, on nous divise, on nous monte les uns contre les autres, on met en avant tous les communautarismes possibles. Et donc, bon, la réflexion, j'ai été très, très ému par cette chose-là. Et puis, la réflexion s'est un peu déposée et je me suis dit, mais comment parler de ça, en fait, de ce que j'ai ressenti intérieurement, viscéralement, comme citoyen, comme homme. Et puis, j'en ai parlé à mon collectif et je leur ai proposé de parler justement bien de ce devoir démocratique qui est d'être juré populaire, d'être tiré au sort. Et donc, voilà, c'est-à-dire, j'ai trouvé tout de suite une correspondance parce que, voilà, quand on est tiré au sort, on est sorti de notre milieu, du théâtre ou de l'hôpital, ou peu importe dans quel domaine on travaille, et on est propulsé comme ça pour 3 semaines avec des gens qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas du tout le même âge, qui ont des idées politiques complètement différentes des nôtres, qui ont des confessions religieuses ou agnostiques différentes des nôtres. Et on est juste là en tant que citoyen pour venir interroger intimement et donner un verdict, enfin en tout cas donner son intime conviction sur un crime. Voilà. Donc ça a été la jeunesse du projet. Et puis après, donc on s'est emparé de ce sujet avec le collectif d'acteurs. Et puis nous, on travaille, donc on n'a pas fait vraiment d'enquête à proprement parler, si ce n'est qu'on a pris des petits bouts de choses, par exemple dans des documentaires ou aussi en allant dans des procès. Et on s'est emparé de ça et c'est comment on a écrit, d'abord avec les acteurs dans les improvisations, une trame pour se dire, on est parti du point de départ, parce qu'on ne connaît pas grand-chose des jurés, parce qu'ils n'ont pas le droit d'en parler, puisqu'on risque une amende et on n'a pas le droit d'en parler. De ce qui s'est passé, c'est une chambre qui est secrète. Et donc la chambre des délibérés, tout de suite, ça m'a intéressé, parce qu'au théâtre, évidemment, quand il y a quelque chose de secret, voilà, on a envie d'y plonger, parce que justement, ça permet de faire voyager l'imaginaire, à la fois de ceux qui travaillent dessus, et puis surtout des spectateurs. Donc l'idée, c'était partir de cette chambre secrète fermée, où il n'y a que les jurés d'assises qui peuvent aller, les 3 juges. La police n'a pas le droit d'y rentrer, les avocats non plus. Et donc, l'idée, c'était de faire de cette chambre comment on allait déplier plein de situations qui viendraient parler justement de ce qui fait société entre nous, ou de ce qui ne fait plus société entre nous. Et donc, voilà, ça c'était le terreau, le point de départ, la page blanche de cette écriture. Et donc, on est parti de là, on a fait des improvisations. Alors après, nous, on travaille vraiment de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'improvisations, mais moi, après, vraiment, je retravaille la langue. C'est très important que la langue soit retravaillée. Voilà. Et puis, ça, c'est aussi quelque chose sur lequel nous, on est un petit peu... ce désir de justice, il était très, très fort aussi, parce que c'est, voilà, quoi, à la fin de l'Ancien Régime, la première chose qui s'est passée au lendemain de la Révolution française, c'est que le peuple, tout de suite, a demandé
à ce que la justice concerne les citoyens et concerne vraiment tout le monde, que ça soit plus le fait du prince ou le fait de certaines personnes de la noblesse. Voilà. Et alors, il est arrivé que pendant qu'on travaillait sur ce projet, le gouvernement a proposé des lois comme quoi il fallait enlever les jurés d'assises. Voilà. Alors bon, le Covid a un peu mis ça entre parenthèses, mais c'est une question qui est vraiment posée là. Et du coup, je me suis dit, mais voilà, c'est encore un droit qu'on nous confisque. Et c'est comment on va, nous, retravailler à cet endroit-là. Donc, vous l'avez compris, une écriture de plateau, essentiellement. Et donc, maintenant, la question, puisque c'est quelque chose qui est revenu pas mal après le premier tour, c'est quel procédé de mise en scène et quelle scénographie aussi pour une telle mise en scène? Alors, on est parti, justement, merci de poser cette question, parce qu'elle est vraiment au cœur même du début du projet. C'est-à-dire qu'on est parti sur l'idée de se dire, bien voilà, si on est dans une salle comme ici, il y a 300 spectateurs qui viennent. Donc, on va donner une convocation avec le billet à tout le monde. Et dans l'entrée publique, il y a un appariteur. Et pendant que les gens se placent, il y a des gens qui sont tirés au sort. Et l'idée, c'est qu'on tire une trentaine de personnes, dont évidemment les comédiens qui seront avec ces 30 personnes, pour les amener sur le plateau, comme si c'était des jurés qui avaient été tirés au sort. Et puis on les emmène, et donc une grande partie du public va rester là, et eux ils partent avec l'appariteur, on va les suivre par vidéo, déambuler dans les couloirs du théâtre, comme s'ils étaient dans les couloirs du tribunal. Et puis petit à petit, on va voir des discussions qui vont émerger, qui va essayer de prendre le lead de quelque chose ou pas. Puis il y a une porte qui est entrouverte, qui est à l'arrière du théâtre, et ils vont rentrer dans cette chambre des délibérés, avant l'arrivée des juges. Et puis, voilà, déjà des premières choses se créent entre eux. Puis les juges arrivent, et là, il y a tout le processus qui est fait du tirage au sort des jurés. Parce que quand on est convoqué à une séance on est convoqué pour 3 semaines, mais on n'est pas sûr de siéger. Et donc, c'est parce que on va être révoqué ou non qu'on va siéger ou pas. Voilà, donc on fait tout le processus de révocation. Évidemment, ceux qui vont siéger, ce seront les comédiens, et puis ceux qui seront révoqués seront installés de part et d'autre du plateau et seront des jurés potentiels. Donc ce sera des spectateurs qui seront déplacés à un autre endroit de la représentation et qui se diront peut-être on va participer ou non. Voilà. Et puis là, la lumière se fait sur cette grande boîte qu'on a appelée la boîte caméléon, avec un miroir sans teint, et qui va rappeler évidemment le box de l'accusé, mais pas que, parce que ce sera aussi la boîte de l'intime, qui fait que, en fait, tous ces jurés qu'on va voir à l'intérieur de cette salle des délibérés, par moment, ils vont s'extraire, peut-être seuls, ou peut-être même en prenant quelqu'un des autres jurés, et on va les voir évoluer dans leur espace intime. Et l'idée, c'était vraiment de confronter cette chose-là, de se dire, voilà, je dois donner mon intime conviction, et donc quel est mon rapport aussi de mon intimité. Donc voilà, l'idée, c'était de... Une toute dernière chose, parce Ouais. qu'on arrive au bout du temps, non ? 2 minutes. Alors, la volonté que tu as peut-être de représenter ça aussi dans des tribunaux, Oui. de déplacer l'espace du théâtre. Bon, on sait tous que, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un procès, moi j'ai eu la chance d'assister à celui de Carlos, qui était particulièrement théâtral, le terroriste. Donc, voilà, moi je trouve que c'est une idée formidable parce que c'est vraiment le tribunal. Pour moi, c'est un théâtre. Ouais, l'idée, c'était vraiment aussi d'interroger ces 2 lieux. Et effectivement, c'est comment, dans le théâtre, on va recréer un peu avec cette scénographie un peu un tribunal. Et puis, l'idée, c'est de se dire, voilà, on peut aussi aller le jouer dans des tribunaux. Et si tout d'un coup, je sais pas, on le joue ici, là, à Villejuif, peut-être que si on est accueilli, peut-être on pourrait le faire au théâtre, mais peut-être aussi si les instances politiques, je ne sais pas à qui s'adresser, le maire, tout ça, ont envie qu'on le fasse dans le tribunal. L'idée, c'est qu'on puisse le faire aussi au tribunal. Voilà, ça c'est l'idée. Et par rapport à l'écriture du réel, parce que j'insiste encore une fois, c'est vrai que c'est une écriture de plateau à la base, mais après, vraiment, on cherche à trouver une langue. Parce que moi, je travaille sur ce que j'appelle les discussions croisées et une écriture par glissement. Et je terminerai là-dessus. C'est-à-dire que cette écriture par glissement va permettre de faire de cette chambre des délibérés, évidemment une chambre des délibérés, mais une salle de classe,
un hôpital, un commissariat. Et en fait, par glissement dans l'écriture, les jurés se mettent à jouer plein de rôles. Voilà. Et c'est comme ça que se crée tout cet univers. Voilà. Parce que, et je conclurai juste là-dessus, ce qui nous a vraiment inspiré, c'est vraiment cette phrase de Cantor, c'est que le théâtre, ça doit être une réponse à la réalité. Voilà. Merci. Merci. Alors, Corinne et Stéphane, peut-être avant de vous poser la première question, je vous laisse vous présenter. Corinne Miret, et je co-dirige la revue Éclair avec... Avec Stéphane Delahaye, c'est moi. Et alors, du coup, je vous poserai un peu la même question que Jean. Où est-ce que vous en êtes dans votre projet et surtout, sur quels matériaux vous vous appuyez pour votre travail? On est parti, en fait, de demandes de spectateurs qui ont assisté à notre précédent spectacle qui s'appelait Les petites épouses des Blancs, histoire de mariage noir, que j'avais écrit avec Marisa Nyondao dit Simon et que Corinne Miret a mis en scène. On le jouait en appartement avec le théâtre de la Poudrerie à Sevran. Ce spectacle racontait l'histoire des enfants métis des anciennes colonies. Il se trouve que mon arrière-grand-père était colon, qu'il a laissé, selon toute apparence, des enfants métis derrière lui en Afrique. Et Marisa Nyondao, elle, est issue d'un de ces mariages noirs, donc arrière-petite-fille d'une petite épouse d'un colon sa famille était au Bénin, le Dahomey à l'époque. Donc, on raconte l'histoire de l'enquête que nous avons menée dans nos familles respectives, sans cacher les dissensus qui peuvent être les nôtres entre Marisa et moi. On a des points de vue radicalement différents, forcément. Et à la fin du spectacle, comme c'est d'usage au théâtre de la Poudrerie à Sevran, il y a des débats et ça soulevait énormément de questions. Les gens étaient plutôt très contents de nous voir soulever une chape de silence sur le passé colonial et du coup nous racontaient aussi les histoires de leur propre famille, de leurs propres ancêtres. Et nous demandaient explicitement, est-ce que vous pourriez raconter ces histoires? Alors bon, on s'est senti... Alors on s'est dit, on va répondre à cette question. Donc, bon, alors il y a eu moult vicissitudes liées notamment à la situation avec le Covid, etc. Et donc on a décidé de faire un triptyque, c'est-à-dire de partir des histoires qui nous avaient été confiées à chacun séparément. Donc la première famille où on avait été, c'est une famille de Béninois qui ont dit à Marisa, il faut absolument que tu ailles au Dahomey, au Bénin, l'ex-Dahomey, retrouver la tombe de ton arrière-grand-mère, Bojo et Jessie, et ils sont proposés de l'aider aussi pour qu'elle puisse assister aux cérémonies vaudou qui sont le culte des ancêtres et qui ont lieu actuellement. Donc Marisa actuellement est au Bénin sur les traces de son arrière-grand-mère. Elle a l'air très contente. Pour ma part, c'est une spectatrice qui m'a confié l'histoire de sa grand-mère qui s'appelait Eliane Maurice, qui était une chanteuse de cabaret, une juive algérienne qui est née dans un bordel à Alger et qui chantait dans des cabarets à Dakar, Casa, Tunis, qui ensuite, après avoir été expulsée de Tunisie, a monté un bar à filles à Châteauroux. Puis le bar à filles a été fermé par la police. Elle a monté un autre bar à filles à Namur. Elle a aussi fait un peu de trafic de cigarettes. Bon, bref, une vie haute en couleur. Et j'ai écrit le dialogue entre la petite fille ou le petit-fils, on ne sait pas bien, et cette grand-mère. Et puis, pour ce qui est de Corinne, je pense que c'est elle qui en parlera le mieux. Mais disons que l'idée, c'est de faire une promenade entre le cimetière de Sevran et le théâtre de Sevran, sachant que ce qui nous a semblé rassembler l'histoire, c'est le dialogue avec les ancêtres. C'est-à-dire de se dire, les ancêtres sont là, on dialogue en permanence avec eux, et en tout cas, on ne peut pas les ignorer.
Et comme la commande du Théâtre de la Poudrerie, c'était pour la Toussaint, on s'est dit c'est le moment ou jamais de s'inscrire dans cette temporalité-là. Voilà. Oui, c'est quelque chose qui m'avait énormément intéressé, justement ce rapport à la psychogénéalogie de ce qu'on peut avoir. Et alors du coup, Corinne, quelles sont les questions que vous posez actuellement dans votre travail? Et tu parlais tout à l'heure, pouvait y avoir des hiatus, un consensus, dissensus entre vous. Comment ça nourrit votre travail? Comment ça vous fait avancer? En fait, effectivement, le fait de choisir de faire une promenade, c'est parce que ça revient sur certaines choses qui ont été évoquées. Est-ce que le lieu du théâtre est indispensable? Et je pense personnellement qu'on peut faire théâtre partout. Et que quand je rencontre une personne, que ce soit pour l'interviewer ou complètement par hasard dans le RER, c'est un moment de théâtre, autant que la rencontre entre les spectateurs et des acteurs, ou pas, professionnels ou pas, sur le plateau, et que tout est une question de rencontre et de moment. Et pour moi, le théâtre, il est partout. Il n'y a pas de réel ou pas de réel, de théâtre ou pas de théâtre. Et quand on dit écriture du réel, oui, mais tout est théâtre ou tout peut être réel pour moi. Et du coup, cette question de cette rencontre, à l'issue d'une des représentations, Vorokia, qui est une femme française d'origine malienne, m'a raconté toute son histoire comme ça. Elle m'a confié ça en me disant il faut le dire. Je veux que cette histoire soit sue. Et ça, c'est très troublant pour moi parce que pendant longtemps, avec Stéphane, il y a longtemps, comme un peu avec Yana et Stéphane, on a raconté des histoires qui nous étaient propres relativement aux expériences qu'on avait nous. Et là, depuis quelque temps, on se trouve à raconter peut-être les histoires d'autres personnes, et c'est ça aussi qui me posait une question quand on écriture du réel. Est-ce qu'on prend la parole ou est-ce qu'on la donne? Des gens nous confient leur parole, nous, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que l'écriture du réel, c'est une traduction? C'est comme une traduction? Est-ce que c'est une trahison? Qu'est-ce que nous, on retient de ce qu'on nous raconte, de ce que Vorokia m'a confié? Moi, je suis une femme blanche, ça va, tout va bien, j'ai eu dans la vie une vie très agréable, il n'y a aucun problème. Elle m'a raconté une vie qu'on pourrait penser horrible. Et comme en moi, femme blanche, je traduis ça. Est-ce que j'ai... Même la question de la légitimité se pose, mais c'est des questions, en fait, à chaque fois dans les spectacles qu'on peut faire. Quelle est la place juste pour nous ou pour d'autres qu'on convierait à le faire avec nous au plateau? Et effectivement, elle se questionne dès le début, dès les premières rencontres. Quand Vorokia est venue me raconter son histoire à la fin du spectacle, j'étais là, mais pourquoi elle me raconte ça à moi? Et pourquoi je suis là? Et du coup, c'est un questionnement permanent jusqu'à la fin. Et c'est pour ça qu'on ne sait jamais, comme disait Hélène, on ne sait jamais où on va quand on commence une expérience, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, on va travailler sur les ancêtres. Et en faisant une autre promenade à Sevran, j'ai pu rencontrer d'autres femmes dans un salon de beauté indien qui me racontent leurs histoires aussi. Et je me retrouve avec les histoires de toutes ces femmes qui n'ont absolument rien à voir avec la mienne. Et je me pose la question aussi de ce lieu du théâtre, et politiquement de ce lieu du théâtre où on est là, quasiment tous blancs sur le plateau, alors qu'on va parler uniquement presque de gens qui ne sont pas forcément blancs. Et c'est compliqué. Et c'est peut-être là où on doit inventer, où on doit faire peut-être d'autres façons. Et du coup, pour moi, c'est beaucoup plus juste en ce moment d'aller dehors et de faire théâtre dehors, en me promenant et en promenant les spectateurs et les gens et les passants qui sont là et qui suivent s'ils veulent, et qu'il y ait juste cette cérémonie entre le cimetière et le lieu du théâtre, du service culturel, parce qu'on est dans la vie, on est dans la ville et on est dans le théâtre en même temps, quoi. Quelque chose comme ça. Il reste 1 minute. Est-ce que vous voulez ajouter encore quelque chose? Non, mais on peut dire qu'il y a une durée aussi naturelle des choses. Hein. Ma foi, on a peut-être dit tout ce qu'on avait à dire. Moi, j'ai hâte d'entendre Anna, donc on va peut-être lui céder la parole tout de suite. Hein. Et puis, si vous avez des questions, vous nous les poserez. Hein. Voilà, on se les posera. Voilà, on poursuivra le dialogue. Corinne a un peu lancé l'affaire, c'est-à-dire, oui, c'est l'extérieur. Moi, j'avais commencé à faire du théâtre très jeune. Et je me suis retrouvé dans des boîtes noires
à monter des spectacles qui sortaient de mon imagination, un peu tout armé, comme Athéna sortant du crâne de Zeus, hein, si on veut. Bon, tout ça est assez prétentieux. Et je me suis, au bout d'un moment, posé vraiment la question, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais dans cette boîte noire? Est-ce que ce que j'ai en tête est si intéressant que ça? Et j'ai eu envie d'en sortir du théâtre. Donc j'ai fait de la vidéo. Et puis ensuite, quand on a commencé à travailler ensemble avec Corinne, ben, on a presque tout fait pour être le moins possible enfermé dans une salle noire. Et pourtant, c'est un lieu que j'aime bien. C'est assez beau, non? En plus, ce théâtre, il est pas mal. Hein. Et un ami décrivait les théâtres comme étant des cathédrales de silence. C'est vrai que, en plus, actuellement, ces cathédrales de silence qui sont complètement silencieuses et vides, dans des endroits où le mètre carré est à 15 000 €, c'est un luxe incroyable quand même. Je ne sais pas si on le mesure tous, hein. Et je t'entendais, j'ai lu ton dossier, je t'entends parler, et j'ai vu que tu étais extrêmement attaché à ce lieu du théâtre. Exact. Et voilà. Et j'aimerais que tu m'expliques comment tu réussis à faire rentrer le réel dans le théâtre et qu'est-ce qui t'attache tant que ça à cette cathédrale de silence. Merci. C'est Anna, c'est la polka. Je vais faire un détour, parce que c'est dur là, de passer en dernier. Je vais vous raconter une histoire. Il y a 18 ans, oui, c'est ça, je venais de fêter mes 30 ans. J'étais en week-end avec une amie dans le Limousin. Et un soir, je crois que c'était le samedi soir, on rentre en voiture d'une balade pour aller regagner la maison dans laquelle on était en week-end. Et on arrive en voiture et elle conduisait, elle me dit « Ah, putain, c'est dingue, regarde là, sur la bâtisse, il y a un truc bizarre. » Alors, moi, je suis myope comme une taupe, donc déjà, je voyais rien. Cette bâtisse, je la connaissais très bien, puisque c'est un lieu dans lequel, justement, j'avais fait du théâtre depuis plus de 15 ans, puisque des amis et moi avions commencé le théâtre vraiment très, très jeune, au début de l'adolescence. Et donc, elle a l'air tellement intriguée par ce truc-là. Elle arrête la voiture et elle court regarder une sorte de ce que moi, je voyais, une tache blanche sur la bâtisse en question. Moi, j'étais dans la voiture, j'avais pas trop envie de sortir, il faisait froid, tout ça, il faisait un peu nuit. Puis, il y avait les phares de la voiture qui l'éclairaient, puis vous voyez qu'elle regardait ce truc. La bâtisse était toute noire. Et à un moment donné, je la vois dans les phares qui me fait... Oh, putain. Alors, je mets mon blouson, je ferme la voiture, je la rejoins. Et là, je vois que ce que j'avais pris pour une espèce de tache blanche était en fait une affiche sur laquelle était écrit le titre d'une histoire que j'avais écrite quelques mois plus tôt, avec une date et un horaire. Je crois que c'était 21h. Je ne comprends rien. Elle me dit, c'est bizarre quand même, non? Je lui dis oui. Je sens une situation bizarre. Je sentais qu'elle attendait quelque chose. C'était à côté d'une église. Les 21h sonnent à l'église. Je regarde la date, je vois que c'était la date d'aujourd'hui. Putain, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais j'ai bugué, mais j'étais perdue. Et là, quand les coups de l'église ont été finis, elle m'a mis les deux mains sur les épaules. Elle m'a regardée et elle m'a dit cette chose que j'oublierai jamais. Elle m'a dit, Anna, il va falloir être forte. Elle a ouvert la porte de la bâtisse, qui était toute noire. Elle m'a jetée dedans. Elle-même, je crois qu'elle est rentrée, a refermé la porte derrière elle. Je me suis retrouvée dans un noir, mais noir. Pour le coup, comme on aimerait bien en avoir dans les théâtres, sans sortie de secours, rien, noir. Un silence avec une tension dedans. Je sentais que j'étais pas toute seule, mais je savais pas ce qui se passait et j'avais toujours rien capté. J'étais en mode je bug. Et croyez-moi, quand je suis en mode je bug, ça peut durer un moment. Un projecteur de poursuite, un peu bricolé,
vient se poser sur mes pieds quelques secondes et fait un circuit comme ça au sol pour aller se poser sur un unique fauteuil qui était au milieu de cet espace qui avait l'air vide. Bon, je comprends rien. Donc le projecteur de poursuite revient sur mes pieds, refait le chemin, et là je comprends que je suis invitée à aller m'asseoir dans ce fauteuil. J'étais comme ça. Hein. J'y vais, je m'assois, et en fait, d'un coup, au moment où je m'assois, je comprends, en fait. Je comprends que j'ai raconté cette histoire que j'ai éditée dans un tout petit livre que j'ai offert à 3 amis qui faisaient du théâtre avec moi quelques mois plus tôt, quand ils fêtaient leurs 30 ans. Je comprends que je venais moi aussi d'avoir 30 ans, et je comprends que cette histoire que j'avais racontée dans ce bouquin, qui était en fait une espèce de déclaration d'amour de toutes ces années de théâtre qu'on avait vécues ensemble, allait m'être racontée. La lumière s'allume et je vois non pas seulement les 3 amis à qui j'avais offert cette pièce, mais une foule. Après, la représentation, j'ai appris qu'ils étaient 30 pile, qui étaient ces amis à qui j'avais offert cette pièce, d'autres amis avec qui je faisais du théâtre, des personnes avec qui je faisais du théâtre depuis enfant, des voisins qui nous avaient aidés dans les choses qu'on essayait de mettre en place pour ce théâtre, des membres de ma famille qui m'avaient aidé, etc. Enfin, tous les gens que j'aime, en gros, et avec lesquels j'étais soit montée sur un plateau, soit avec qui j'avais voilà, me faisant face. Et on jouait, effectivement, le texte que je leur avais offert quelques mois plus tôt. Bon, je vous passe les détails. Évidemment, je pleurais comme une madeleine, etc. Et c'était très beau, je crois. Enfin, je ne sais pas si je suis très objective, mais mais surtout, en fait, j'ai été vraiment profondément frappée par 2 choses. L'une, c'était que la représentation, au-delà de ce qu'ils racontaient, au-delà du texte que j'avais écrit, au-delà de leur mise en scène, etc., était pleine de quelque chose. C'était une vibration très forte, et ce quelque chose, évidemment, je peux le dire maintenant. Sur le coup, de toute façon, je pensais à rien, mais c'était ce qu'ils avaient traversé pour arriver là, en fait. Et ce qu'ils avaient traversé pour arriver là, entre le moment où, il y a quelques mois, je leur avais dit voilà, je vous offre ce texte, et le moment où ils s'étaient retrouvés là, c'était qu'ils s'étaient rassemblés dans toutes les villes de France, parce qu'il n'y avait aucun qui habitait au même endroit pour répéter ce truc-là, que ça faisait 2-3 jours qu'ils répétaient dans cette salle, sachant que j'habitais à 500 mètres. Donc toutes les bagnoles étaient planquées derrière depuis 2 jours et tout ça. Que 10 minutes avant que j'arrive, il y avait une panne de courant, donc ils avaient tous flippé, qu'ils avaient peur que j'arrive pas, que le bébé de l'une d'entre eux, qui était ma sœur, qui venait de naître, avait été remisé dans le local technique, et qu'ils avaient qu'une trouille, c'est que Émile se mette à pleurer et tout ça. Bon, bref, donc il y avait une espèce de tension extrêmement forte qui était vraiment liée à ce chemin-là, c'est-à-dire que la représentation vibrait au-delà du spectacle, de ce chemin qu'ils avaient fait pour arriver là. Et je dirais, à continuer, c'est la deuxième chose qui m'a marquée, après coup bien sûr, à continuer de vibrer jusqu'au bout. C'est-à-dire que la surprise ne s'est pas arrêtée au moment où j'étais assise et où j'ai découvert que tous étaient en face de moi et ce qu'ils allaient me raconter. La surprise s'est arrêtée à la toute fin, au point final de la pièce, au moment où ils avaient réussi ensemble à la jouer. J'ai du temps encore ? Putain. J'ai fait un grand détour. Alors, tout ça pour dire que... Ah putain, 2 minutes. Bon, alors, 17 ans plus tard, je commence à réfléchir à un spectacle qui m'amène ici, qui s'appelle Esprit, qui travaille sur le lien fort qui relie les vivants et les morts. Et quand je pense à ce thème, je me suis dit, je ne peux pas aller chercher à l'extérieur quelque chose pour raconter ça. Il faut que, en fait, en me souvenant de cette fameuse représentation, qui avait été donc unique, qu'est-ce que mon équipe et moi pourrions traverser, quelle expérience pourrions-nous faire autour de ce thème, et notamment personnellement sur notre lien aux morts, qui puisse vibrer de notre expérience au moment où on est devant les spectateurs, et qui puisse, pendant la représentation, continuer d'être en travail. Quelle expérience est assez vaste et assez infinie
pour que même au moment où on rentre en représentation et on commence une tournée, on continue d'être en travail sur ce sujet en public. Et continuant d'être en travail, voir comment, chez les spectateurs qui sont en face, on ouvre une autorisation possible, eux aussi, de faire expérience. Et pourquoi dans un théâtre? Pour répondre à la question en donc 4 secondes, puisque en fait j'ai tout raconté sauf la réponse à la question. Mais c'est pas grave, parce que je me suis rendu compte aussi dans cette surprise qui m'a été faite que j'ai trouvé magnifique. Je sais pas tellement pourquoi le dire, comment, mais c'est que c'était dans un théâtre. Ça aurait été dans un jardin, ça aurait été dans un garage, ça aurait été dans mon salon. Pour moi, ça aurait été formidable, évidemment. Mais ce qui était magnifique, c'était dans un théâtre. Pour moi, qui est le lieu du sacré, le lieu de la rencontre entre les morts et les vivants, le lieu où des gens, des vivants, se réunissent pour partager ensemble un même espace et un même temps, ce qui à notre époque est d'un archaïsme et d'une folie la plus totale. Et je sais et j'entends que pour certains artistes, c'est mieux d'être dehors. Mais moi, c'est clair, personne ne me fera sortir de là. Je trouve que le théâtre est le lieu de transcendance par excellence. Théâtre, je vous aime. J'ai fini. Eh ben, écoute, on s'était dit qu'on ne t'interromprait pas pendant 5 minutes. C'était le protocole qu'on s'est donné. Parfait. Merci. On vous propose, si vous en avez, de nous poser vos questions ou vos remarques et on y répondra. On se répartira, comme tout à l'heure, les réponses. Désolée, c'est encore moi. Mais Corinne, tu as évoqué l'endroit de la légitimité de s'emparer d'une parole qui est très éloignée de votre réel. Et j'ai pas osé poser cette question tout à l'heure parce que j'en avais déjà pas mal. Mais j'aimerais bien peut-être entendre peut-être d'autres sur cette question de comment écrire, retranscrire sans trahir. Voilà. Bonjour, je suis David Farjon, je suis metteur en scène, confrère. Et je voulais simplement, je voulais simplement vous remercier. Je trouve qu'il y a quelque chose qui fait du bien de voir des gens s'écouter. Et de ne pas avoir un agglomérat de solitude, mais des gens ensemble, alors que on peut souvent se sentir seul. Moi, je vous dis, ça me fait du bien. Voilà, c'est cadeau, c'est gratuit. Voilà. J'ai une question aussi pour Corinne et Stéphane, parce qu'il y a un des spectacles que vous avez fait, ou je ne sais même pas si on peut dire que vous l'avez fait, enfin, en tout cas, vous y avez participé ou vous l'avez coordonné, à propos du lieu, justement, du réel dans le théâtre ou hors du théâtre, ou est-ce qu'il y a une différence entre les deux, une frontière? Je ne sais plus le titre, en tout cas, c'était un spectacle sur la lutte. Et il m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, vous avez travaillé longtemps avec un club de lutte de Aubervilliers, Bagnolet. Et en fait, quand on arrivait en tant que spectateur dans le théâtre d'Aubervilliers, tout le club de lutte était reconstitué sur le plateau du théâtre. Et moi, ça m'avait créé une expérience très très forte En fait, je voyais le réel, parce que les gens du club, il y avait des tout petits enfants jusqu'aux plus vieux, ils faisaient leur entraînement de A à Z, comme d'habitude, toutes les semaines, quoi. Juste, ils s'en foutaient de nous, et ils le faisaient, quoi. Et en fait, le cadre du théâtre faisait que je regardais ce réel. Déjà, je le voyais, alors que je ne l'aurais pas vu sinon, et je le regardais d'une toute autre manière que j'aurais pu le voir si j'avais été au club, peut-être. Donc... voilà, votre rapport avec le cadre du théâtre. Mais c'est peut-être quelqu'un d'autre qui peut répondre, d'ailleurs. Pour le cadre, en fait, effectivement, en tout cas, ça, une des façons de faire, contrairement peut-être à Judith, elle a dit qu'elle avait toujours un protocole pour les interviews, un peu toujours très protocolaire. En fait, dans la façon de travailler, et je pense que chacun, ça va être différent, à chaque fois, c'est différent. Et à chaque fois, on ne sait jamais comment on va faire. Dès le début. Et on se pose la question à toutes les étapes, tout le temps, comment on va faire. Et effectivement, à la fin d'avoir passé 2 ans au club de lutte, on s'est dit, nous, on ne peut pas lutter.
Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est trop difficile. Et la lutte, ça ne passe pas par la parole, ça passe par le corps. Il faut au moins le voir, à défaut de pouvoir le pratiquer. Et donc, ce qu'il faut que les spectateurs voient, c'est les lutteurs qui s'entraînent. Donc là, on a discuté avec le président du club de lutte et on a dit, ben voilà, on va déplacer l'entraînement sur le plateau. Et les lutteurs qui viennent, on ne savait jamais quel lutteur serait là le soir même. Donc il peut y en avoir 4, il peut y en avoir 30. Voilà. Et eux, ils faisaient leur entraînement et nous, on trouait l'entraînement. Enfin, j'étais chargée de dire le texte à des moments où les entraîneurs ne parlaient pas. Donc je trouais voilà, le texte. Et donc, mais à chaque fois, on ne sait pas comment on va le faire, en fait. De partir du réel pour arriver dans le lieu du théâtre, si c'est le lieu du théâtre. Donc c'est une question qui se pose en permanence, en fait, de comment on fait. Et voilà, c'était un peu la seule fois qu'on a fait une sorte de ready-made comme ça, d'entraînement. Voilà. Et la légitimité, je ne sais pas si d'autres veulent y répondre, la question de l'écriture et écrire sans trahir. Pour moi, quand on écrit, on trahit forcément. En fait, c'est un peu comme les traducteurs, peut-être, qui traduisent un bouquin d'une langue dans une autre. On est à un endroit, on est soi-même, et ça passe par nous. Il y a des personnes qu'on a rencontrées, nous, et puis les spectateurs. Et nous, on est un peu la plaque sensible qui est chargée de faire passer quelque chose, mais on ne sait pas ce qui nous traverse et ce qu'on va redonner et ce qui va retraverser les spectateurs. Mais c'est de toute façon une interprétation du réel, notre interprétation. À ce moment-là, à mon sens. On annonce, par contre, à chaque fois aux gens qu'on interviewe qu'on va les trahir. Ça fait pas, on leur garantit certaines choses. L'anonymat, et si on parle de documentaire, le théâtre du réel a quand même une grande vertu, c'est que... le documentaire cinéma, il est indiciel du réel. On ne peut pas dire que ça n'a pas existé. C'est ça, c'est la force du cinéma. Nous, au théâtre, on peut changer les choses, les arranger, mettre un immense hors-champ. Bon. Donc, on peut les trahir plus facilement. Et on peut aussi garantir leur anonymat. C'est les deux promesses qu'on fait. Oui. Donc avec Stéphane, on travaille sur un montage de paroles et je pense que forcément, on monte, donc on trahit, mais on essaye de questionner, dans la forme qu'on construit, la façon dont on se sert de ces paroles-là. Aussi, on les réécrit pas parce qu'on part du principe que c'est une langue pour nous, la langue des gens. Donc on essaye de la dire comme on peut, mais de ne pas la jouer, mais de la reconstituer. Parce qu'on ne va pas se faire... ou quand on se laisse traverser par cette parole, on questionne ça au plateau. À quel point on s'est laissé traverser, à quel point c'était ça qu'on a vécu. Mais forcément, oui, je suis d'accord, on trahit tout le temps. Même si on expose la trahison. Est-ce qu'il y aurait des questions encore supplémentaires ? Je ne sais pas si c'est une vraie question, la question de la trahison, parce que de toute façon, à moins de faire du verbatim, et encore le verbatim qui consisterait à laisser toutes les scories, ce que certains font, de toute façon, il y a la façon dont on dit le texte, donc on se décale, quoi qu'il arrive, on met une distance. Mais c'est vrai que selon les personnes qui travaillent sur ces matériaux-là, on a chacun nos façons de faire. Moi aussi, j'aurais tendance à respecter la façon dont les personnes parlent. C'est-à-dire en essayant de garder leur type de respiration. Il y a des gens qui font des phrases très très longues et qui ne s'arrêtent pas, d'autres qui en font des très courtes. Et alors la question, elle se pose quand on fait des interviews dans les langues qu'on ne possède pas. Et ça, c'est une vraie question. Donc quand je me mets à côté des traducteurs, je leur dis vraiment de me traduire tout, même quand ils ont l'impression que ça se répète 40 fois, afin d'essayer de comprendre une systématique et de pouvoir essayer de la reproduire. Mais c'est bien dire essayer, c'est complètement subjectif. Mais je suis assez aussi pour l'idée que c'est important, en tout cas quand on est dans une suite de témoignages, qu'on puisse faire entendre une façon différente de parler pour chacune des personnes qui ont été interviewées. D'autres vous diraient, par exemple, moi, comme j'ai fait des interviews en langue étrangère,
je prends la langue du traducteur, puisque c'est le médiateur, c'est lui qui me redit les choses dans sa langue. Donc je sais qu'il y a certains artistes qui ont ce postulat-là. Et c'est vrai que, par exemple, pour les spectacles que je passe, dont je parlais tout à l'heure des récits d'exil, mais c'est pareil pour les disparus, c'est des énormes histoires qui font parfois des heures, et en fait, les récits, à la fin, ils font 5 minutes et quelques. Donc voilà, de toute façon, oui, on retient ce qui nous marque plus qu'autre chose. On fait forcément un travail de traduction, et donc traduction, c'est trahison, et puis voilà, on n'en sort pas, mais je dirais que c'est le jeu. On est au théâtre. Moi, je voudrais répondre aussi à cette question-là, je trouve passionnante, et que je résoudrai par la question de la rencontre, en regardant un peu en amont. C'est que quand moi, je vais rencontrer des personnes, j'ai une attente vis-à-vis d'elles, une attente romancée ou romantique parfois. Et parfois, je suis hyper déçue de ce qu'elles me racontent. Et je me dis, tiens, mais qu'est-ce que j'en fais de cette chose-là? Alors parfois, je ne la raconte pas. Et parfois, ça va faire, justement, cette rencontre-là va faire bouger, en fait, mon projet, m'emmener ailleurs. Donc ça, c'est assez fascinant. Et après, me permettre de me repositionner ou de me positionner différemment. Mais après, je pense que c'est à nouveau une histoire de rencontre. Effectivement, dans ce qui est entendu, c'est vraiment ce que tu disais, c'est comment moi je l'entends. C'est l'histoire du go-between, c'est cet espace entre nous. C'est ça qui va être creusé, je pense, et mis sur le plateau. Parce que c'est pas un travail journalistique en soi. C'est vraiment, pour moi, ce qui est mobilisant, c'est de voir comment, effectivement, ça me bouscule et de rendre compte de ce qui m'a bousculé après sur le plateau, qui va constituer la mise en scène. Et enfin, dernière chose, si parfois je veux vraiment reprendre des paroles données par des personnes, c'est-à-dire signifier c'est telle personne qui l'a dite, alors je peux tout à fait aussi la filmer. Et quand je l'interviewe, et à ce moment-là, je lui demande l'accord de diffuser telle parole pour créer, par exemple, un contrepoint poétique ou des choses comme ça. Mais il faut que la personne, elle soit effectivement en accord, quoi. Mais même cette parole-là, d'une certaine manière, elle est sortie du contexte de la longue rencontre qu'on a pu avoir. Donc, de toute façon, elle n'a pas un statut de vérité, quoi. Voilà. Lucie, je voulais ajouter aussi quelque chose sur la légitimité, parce qu'effectivement, c'est une vraie question qu'il faut surmonter au cours du processus de travail. Même sur Noir, qui est le précédent spectacle, même que je n'ai pas écrit, mais qui était quand même, que j'ai adapté avec des matériaux documentaires et qui partaient d'une histoire réelle, et qui raconte l'histoire d'une jeune fille noire dans la ségrégation. Je ne suis pas du tout une jeune fille noire, et encore moins dans la ségrégation. J'ai vraiment, et en particulier aujourd'hui, avec des questions qui, heureusement, commencent à se poser, et sur les scènes, je me suis vraiment posé la question de la légitimité très longtemps, y compris après la création du spectacle. Et j'ai mis longtemps à trouver ma place, et je crois que, et pourquoi je faisais ce spectacle-là, ou comme cette fois-ci avec l'Aquarius, j'ai eu aussi à affronter ça, vraiment même... Quand j'étais à Valence, en Espagne, rencontrer les rescapés de l'Aquarius, qui m'ont même posé la question, mais qu'est-ce que ça va nous apporter que je te raconte mon histoire ou... Donc, c'est vraiment des questions éthiques et qu'il faut résoudre de soi-même face à soi-même pour pouvoir avancer, en fait. Et je crois que il faut creuser, en gros, creuser sa problématique jusqu'à temps de trouver son endroit, quoi. En quoi, moi, je vais raconter cette histoire. Sinon, effectivement, on n'est pas légitime, dans un sens. Ouais, moi, il me semble que c'est justement précisément ça qu'il faut mettre en scène, quoi. C'est précisément ce questionnement autour de la légitimité, parce que elle pose la question d'aujourd'hui, de toute la société, et c'est notre endroit. C'est ça qu'on doit amener sur les plateaux. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Moi, c'est ce que je nomme comme des moments de crise entre effectivement les gens avec qui on travaille et les gens et ce qu'on amène sur le plateau. De quel droit on va... Nous, c'est ce qu'on a vécu aux ateliers Médicis quand on a fait un spectacle, parce que la question se posait effectivement de façon très forte. Pourquoi un lieu culturel arrivait en plein milieu des quartiers? Et c'est la question qu'on nous renvoyait tout le temps pendant toute l'année de
de travail qu'on a mené là-bas. Et du coup, le spectacle, c'est devenu ça. C'est devenu, qu'est-ce que vous foutez là, quoi? Pourquoi vous venez dans notre quartier implanter un lieu culturel? C'est une question qui va faire rire ou qui va faire pleurer, je ne sais pas. C'est qu'en fait, dans tout ce que vous avez raconté, les processus d'écriture et les processus de création du spectacle, eh ben, ça ne prend pas 5 minutes. Enfin, ça prend plus qu'un mois et demi de répétition, on va dire. Et puis qu'éventuellement, les quelques temps de lecture précédents, on va dire, choisir tel texte, etc. Même si personne, aucun metteur en scène monte un texte qui prend comme ça en 5 minutes. Et ce temps d'élaboration du spectacle, qui est long, en plus vous travaillez tous plus ou moins, enfin beaucoup d'entre vous parlent du collectif, etc., du fait que vous travaillez à plusieurs, etc. Ça pose un problème qui va vous faire rigoler ou vous faire pleurer, c'est celui de la production. C'est-à-dire que ce temps d'écriture, ce temps de pensée, ce temps de méditation sur le réel, ou, enfin je sais pas, ou ce temps de transposition aussi, de trahison, et de la question, toutes ces questions qu'on se pose, que vous vous posez. Voilà, est-ce que vous avez trouvé le mode de production qui vous permet... Parce que... Pardon ? L'intermittence. Ben non, par exemple. Mais c'est vrai, mais voilà, est-ce que... Quel mode de production? Enfin bon, vous avez... On sait très bien, mais j'ai juste posé la question de cette chose-là. Voilà. Je peux peut-être répondre pour moi, mais ça vaudra que pour moi. Je ne sais pas pour les autres, puisque je travaille sur Esprit depuis 2017. Ça va être créé en novembre 2021 et ensuite repris en 2022. Pour ce qui nous concerne, mais c'est une possibilité, mais j'imagine qu'il y en a d'autres, on a monté 3 fois la production. C'est-à-dire qu'on est allé 3 fois chercher de l'argent, comme on le fait pour chaque spectacle, en fait. Donc on est tout le temps allé chercher des partenaires différents, sachant que les partenaires... institutionnels, enfin les aides qu'on avait déjà eues sur ce projet, la DRAC, la ville, etc., évidemment, on l'a eu qu'une fois. Donc la difficulté, ça a été à chaque fois d'aller chercher de nouveaux coproducteurs, ces financements publics ayant été épuisés, les premiers. Donc c'est quand même un travail, effectivement, de fou. Et nous, ce qui nous a aidé dans notre démarche, et c'est peut-être pas le cas de tous, c'est qu'il y a eu quand même plusieurs fois une proposition publique du travail que nous étions en train de faire. Et du coup, le succès, en fait, de ces moments de rencontre avec le public a fait que des nouveaux théâtres qu'on ne connaissait pas se sont agrégés à cette aventure. Mais heureusement qu'on avait ça. Parce que sinon, je pense que c'était cuit. On n'y serait pas arrivé. Et on y est arrivé aussi parce que je suis coriace, et que je m'y emploie à plein temps. Mais tout le monde ne peut pas se le permettre, etc. Enfin, je pense qu'effectivement, la question se pose, mais peut-être pas que pour le théâtre du réel, mais tout. Il y a un, comment il s'appelle, le directeur du théâtre de Saint-Junien, la Mégisserie, je ne sais plus son nom. C'est horrible, il va écouter le podcast. Kuckeberg a inventé un dispositif pour ce qu'il a appelé les artistes de grande lenteur. Je trouve ça magnifique. Oui, alors moi, je ne sais pas si c'est un théâtre de grande lenteur, mais en tout cas, sur le projet Madame, donc c'est 6 pièces, c'est 6 productions. Et effectivement, donc au-delà du fait qu'effectivement, il faut être hyper tenace pour tenir le projet et tout ça, qu'il y a plein de gens qui disent mais non, mais t'as qu'à en faire que 2, des trucs, c'est pas la peine d'en faire autant, tout ça, bon voilà. Parce qu'effectivement, c'est tout à fait des hors-formats. En tout cas, par exemple, là, ce projet-là, dans la durée que ça va représenter au final. Et à la fois, il y a quelque chose qui est hors norme dans la façon de le concevoir. Alors là, on a l'impression qu'on fait tout ça, qu'en fait, c'est génial. On se dit, bon, c'est génial et tout ça, c'est comme une nouvelle norme. Mais en fait, c'est complètement hors norme. C'est-à-dire que souvent, en tout cas pour mon expérience, quand j'allais raconter ce projet initialement à des directeurs, directrices de théâtre, c'était pas du tout évident de les faire rentrer dans cette ronde. Il y avait beaucoup cette question de oui, mais d'accord, mais alors où est le texte? Et alors le texte, il va arriver après, parce qu'il faut d'abord qu'on rencontre les gens, etc., etc. Et il y a quelque chose qui a été très long à être mis en place. Et effectivement, le fait de jouer, pouvoir présenter petit à petit des choses, permet à d'autres gens d'avoir confiance et tout ça. Et c'est pas évident. Et je crois qu'on est quand même dans une façon de travailler qui est pas commune. Et que ça peut être beaucoup plus rassurant de dire, bah, OK, il y a un texte, voilà ce que va être la mise en scène et tout ça.
Mais je pense qu'il y a un mensonge là-dessus qui est énorme. C'est-à-dire, je voudrais juste finir là-dessus, c'est-à-dire que même quand un artiste arrive et dit, bah voilà, ma mise en scène, ça va être ça et tout ça, la personne vous ment. C'est-à-dire que, en fait, on ne peut pas, il faut comprendre qu'à un moment donné, on ne peut pas savoir ce que sera l'œuvre avant de commencer à travailler, en fait, sur l'œuvre. Et voilà, et c'était aussi l'objet de cette réunion d'aujourd'hui, de pouvoir dire à un moment donné, mais on va raconter un peu comment on travaille et non pas quelle sera la finalité, en fait. Moi, oui, je voudrais rebondir aussi sur cette question qui est très pertinente. D'autant plus que moi, je cumule un autre handicap, c'est que moi, je me suis mis tard à la mise en scène. Et du coup, forcément, il y a toujours le problème d'identification. Et c'est très curieux que quelqu'un se mette à 40 ans à faire de la mise en scène aujourd'hui. Donc, du coup, mais cette difficulté-là, et le fait de ne pas avoir du tout de moyens ou d'en avoir très peu, je trouve que ça permet, voilà, je suis un peu comme toi, ce projet il a démarré en 2017, on est en 2021, peut-être il se fera en 2023 ou 32, je sais pas, mais au train où vont les choses, mais en tout cas il permet, moi aussi je suis très tenace, mais en tout cas il permet en fait je me dis que quand on n'a pas des moyens de pouvoir produire tout de suite, on peut faire d'une force aussi ce qui peut être une vraie faiblesse, en fait. C'est-à-dire, enfin, qui pourrait apparaître comme une faiblesse, c'est-à-dire de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir une production bien calée. Et j'ai l'impression, alors après, je ne veux pas paraître très défaitiste et tout, mais j'ai l'impression que, vu comment les choses sont en train de lentement... j'ai l'impression quelque part, en fait, c'est aussi comment on se débrouille pour faire du théâtre, quoi. Enfin, moi, je crois beaucoup à ça. C'est ce que je dis à mes élèves. Et bien sûr que c'est comment dire, c'est très agréable d'avoir des productions et d'avoir de l'argent. Mais en fait, ce qui est aujourd'hui, moi, je sais que par exemple, ça ne concerne que moi. Moi, j'ai besoin d'argent pour payer les comédiens avec qui je travaille. En fait, voilà. C'est justement c'est ça l'essentiel. Voilà, j'ai l'impression. Non, moi je vais répondre parce que forcément, nous, on va partir à 10 en immersion. Ça doit intriguer les gens. Mais nous, en fait, on travaille beaucoup avec les hôpitaux en partenariat et du coup, on demande des sous aux hôpitaux. On fait des échanges en fait de partage. C'est-à-dire que nous, on va partir en immersion et ensuite, on fera des ateliers là-bas. Enfin, on trouve des moyens. Nous, c'est pareil. Moi, l'essentiel, moi, tout le monde est payé tout le temps. C'est très compliqué parce qu'en effet, on est une équipe très nombreuse et que moi, les concepteurs sont là tout le temps aussi. C'est très important. Et l'autrice et tout le monde. Donc, c'est pas simple et on n'a pas encore bouclé notre coproduction, mais on y arrive petit à petit, beaucoup avec des aides justement à la recherche, des aides. Moi, c'est l'énergie, je pense, de mon administratrice de production et je pense que c'est elle aussi que j'aimerais plus payer, surtout. Parce qu'il y a une énorme énergie comme ça de recherche de comment on peut trouver pour ce travail d'immersion de recherche autant de sous que pour la création plateau. Il y a aussi les partenaires. Nous, ce qu'on demande aux partenaires culturels, c'est que l'investissement il soit aussi à cet endroit-là, de la recherche et pas seulement que du plateau. Du coup, c'est long, mais on y arrive. Alors, je suis contente. Alors, c'était pas une blague hein, sur l'intermittence. Hein. Je veux dire, comme c'était dit hors micro, je le dis dans le micro. Hein, l'intermittence, c'est la condition sine qua non de la survie. C'est vrai, c'était vrai en 2003, c'est toujours vrai aujourd'hui. Après, effectivement, les choses ont changé. Nous, pour faire une parenthèse, on a toujours revendiqué l'enquête comme étant un fait de théâtre. Corinne l'a dit, je le répète, mais c'est très important, c'est-à-dire qu'on soit avec un enfant polyhandicapé pendant 1 heure à faire de la danse contact pour nourrir l'écriture d'un spectacle, c'est la seule occasion qu'il aura d'avoir un rapport artistique. Hein. Autrement, on ne va pas l'amener voir le spectacle. Et c'est un fait théâtral en soi. Donc c'est important de le revendiquer. C'est important effectivement qu'il soit rémunéré parce que ça demande des compétences. Et je ferai quand même une grosse différence entre des commandes. Nous, on a répondu à des commandes, on répond à des commandes et avec des cahiers des charges, ce qu'on peut faire avec plaisir, hein, parce que finalement c'est une contrainte formelle, il y a des gens qui n'aiment pas, nous ça nous convient, enfin, ça nous a souvent convenu. Et l'appel d'offres. L'appel d'offres, c'est pas le même jeu. L'appel d'offres, c'est la mise en concurrence. L'appel d'offres,
c'est aussi souvent, comment dire, tout un cahier des charges qui implique de rechercher des coproducteurs qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts que les gens qui diffusent l'appel d'offres. Donc l'appel d'offres est généralement sous-produit. Et ça, comme maintenant il y en a de plus en plus, je dis franchement, c'est une manière de fonctionner qui n'est pas possible. En tout cas, si elle est systématique, apparemment ça vient de directives européennes, pour autant que j'ai compris, rentrer dans la logique de l'appel d'offres systématique, que ce soit le seul moyen de subvention, c'est mettre exactement tous en concurrence, exactement ce qu'on essaye aujourd'hui de déjouer, hein, c'est condamner les équipes à la concurrence, et c'est aussi savoir que ce sera des spectacles qui, au mieux, seront payés par l'intermittence, au pire, seront payés par les artistes sur leur temps gratuit. Donc, je l'alerte, je pense que c'est vraiment important de dire le temps et les choses qui sont dites inutiles, inquantifiables, inessentielles, il faut les payer. Parce qu'autrement, dans la société qui serait bâtie sur cette logique-là, elle est juste invivable. On en fait bien l'expérience actuellement. Je pense que c'est effectivement, on a, certains l'ont dit, parfois il y a 3 ans, 4 ans de préparation. En fait, c'est pas forcément des lignes qu'on fait rentrer, pas tous, certains y arrivent. Certains les font pas rentrer dans les budgets parce que ça les ferait complètement exploser. Et c'est vrai que du coup, après, ça ouvre des abîmes en cascade. Par exemple, la notion de résidence. Est-ce qu'il est normal qu'une résidence n'ait aucun argent afférent à une résidence? Voilà, ça, je veux dire, on est tous ici, là, et ok, on est très heureux quand un théâtre nous ouvre une porte, parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin de travailler. Mais il y a quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire on nous invite à travailler, mais il n'y a pas de budget afférent. Et parfois, il y a vraiment des situations, et je pense que vous les connaissez tous, vraiment, qui sont voilà, presque honteuses sur qu'est-ce qu'on nomme. Donc là, après, on rentre dans des choses de sémantique, mais on le sait tous. Qu'est-ce que c'est une résidence de recherche? Qu'est-ce que c'est une résidence de création? Et de quels besoins, voilà, quels sont les besoins? Moi, voilà, c'est quelque chose qui me travaille d'autant plus que j'accompagne des artistes en exil qui, eux, alors c'est encore, voilà, ils arrivent dans le système et ils se le prennent de plein fouet de comment ça fonctionne. Et voilà, donc c'est toutes ces questions-là qu'on n'arrête pas de réinterroger tout le temps, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut proposer effectivement à 10 personnes de venir dans un théâtre sans en fait mettre 0 centime à leur disposition? Voilà, moi je pose ces questions-là parce que je trouve que c'est difficile. Alors quand on est face à des artistes, parce que moi, une fois de plus, comme je suis confrontée à des personnes qui n'ont vraiment aucun revenu, qui ne sont même pas dans l'intermittence, qui ne sont même pas dans des procédures d'aide, quelles qu'ils soient, et ben là, alors la question, elle se pose réellement. C'est-à-dire, comment les gens vont manger? Comment est-ce qu'ils vont se déplacer? Comment ils vont être logés? Et voilà, c'est un peu les questions basiques, mais je pense que malheureusement, on lutte tout le temps avec, tout le temps, et on essaie effectivement de trouver des solutions, des bricolages, pour tenir le coup et y arriver. Oui, c'est bien, je suis d'accord. En même temps, c'est vrai qu'on invente d'autres systèmes. On invente d'autres systèmes, effectivement, don contre don, pourquoi pas, comme tu l'expliquais à l'hôpital, pourquoi pas, effectivement, faire du troc. Non, mais en même temps, on n'est pas du tout fermé. C'est pas juste, voilà, on n'est pas content de ce qui se passe. On est obligé de faire avec. Donc, effectivement, on mute, voilà, et on s'adapte, et on y arrive puisqu'on est toujours là. C'est la question de la réalité. Alors juste, c'est juste pour compléter l'ensemble, parce que après ce débat autour de la question du temps gratuit, qui est une problématique globale, en fait, un peu insondable, et Stéphane t'en a parlé remarquablement bien, il se trouve que je suis un tout petit peu en décalage, parce que moi, personnellement, voilà, je monte un texte, donc j'ai une relation avec je suis pas dans un processus de création, je monte le travail d'un auteur qui a déjà travaillé en amont, qui ne me connaissait pas quand il a écrit, donc je crois avoir été assez clair
dans la première partie. Et autour, ça me faisait réfléchir à ce que vous disiez sur le temps gratuit, parce que là aussi, ça pose quand même toute une série de questions. C'est pas le seul. En l'occurrence, on se bat pour produire ce texte. J'espère qu'on va y arriver, on va essayer le mieux possible, qui a été un travail de longue haleine, totalement gratuit. C'est-à-dire que Martin n'a absolument pas été rémunéré pour aucune des résidences qu'il a fait sur ce texte. Ça l'a pas empêché d'avoir le prix SACD 2018 de la francophonie, d'avoir une bourse Arsénat. Mais la bourse Arsénat, en fait, vous avez de l'argent si le stack est monté. Martin m'a plusieurs fois dit qu'il a été lauréat plusieurs fois de la bourse. Les stacks n'ont pas été faits. Donc, je me permets juste pour compléter, c'est pas du chou, pour compléter qu'il y a la problématique aussi du travail des auteurs. Voilà, je me permets de le dire parce qu'il se trouve que, voilà, en l'occurrence sur ce projet, moi, je travaille sur un auteur. Et sans transition, on me charge de dire, je crois qu'on est tous d'accord, qu'on est heureux et qu'on remercie, mais infiniment toute l'équipe du théâtre Romain Rolland et l'ensemble du groupe des Vins avec qui on a vraiment remarquablement travaillé. On a été plusieurs à travailler ces derniers mois pour imaginer cet événement, nécessairement passionnant, nécessairement imparfait aussi. Mais en tout cas, de la part de l'ensemble du groupe, on vous adresse vraiment des chaleureux remerciements. Cette journée et tout ce travail ce dialogue qu'on a mené depuis plusieurs mois, nous fait dire qu'on a envie que ça continue. Voilà, on a envie de continuer d'une manière ou d'une autre. Nous, on va le faire en interne. On n'a pas envie de laisser cette expérience comme une unique initiative. Et on va réfléchir encore pour continuer à communiquer. Et à se rencontrer. Donc merci infiniment à tous ceux qui ont su écouter. On s'est appelé le G17 puisqu'on était 17 compagnies. C'était un peu un clin d'œil. Et merci à vous qui avez tous écouté nos souhaits, nos revendications. Et puis un grand merci à celles ici et se reconnaîtront qui ont mis vraiment, qui ont fait en sorte au mois de mars, parce que c'était pas moi, c'était pas moi, vous nous avez bougé et c'était vraiment un grand plaisir. Et je crois que je vais, alors je vous reconnais pas en fait avec le masque. Oui, en fait, c'était juste pour rebondir sur les remerciements et au nom du groupe des Vins et des personnes du groupe des Vins qui ont travaillé justement sur le contact avec vous. J'en faisais pas partie, mais on sait que le travail a été vraiment intense. On voulait vous remercier du temps pris, du temps présent, d'avoir pris effectivement ici ce moment pour parler finalement du processus de création. Et je pense que ça a été un peu résumé partout, c'est que le réel finalement c'est le processus de création, c'est comment vous travaillez à partir des éléments du réel. Et vous dire aussi une chose, et je pense qu'à mon avis tous les membres du groupe des Vins se retrouveront, c'est que comme vous avez pu constater, depuis le début de la saison, on essaye d'imaginer, on va dire, des points de contact, en fait, notamment parce qu'on n'a tellement pas de points de contact actuellement, que ce soit au niveau artistique, culturel, avec les publics, avec les artistes, depuis le mois de mars dernier. Donc il y a eu les plateaux au mois d'octobre. Il y a effectivement cette rencontre. Il y aura d'autres plateaux le 11 février, Inch'Allah, le 11 février. Mais en tout cas, on essaye d'inventer des points de contact. Et dans ces points de contact, c'est pas uniquement de multiplier les points de contact, c'est aussi d'imaginer des formes de points de contact. Et nous trouvons aujourd'hui que dans la façon de comment vous vous êtes passé la parole, de comment les entretiens se sont construits, tissés, je pense que ça va résonner en tout cas au sein du groupe des Vins et au sein des membres du groupe des Vins. On en discutera parce que ça nous fait réfléchir aussi, bien évidemment, à comment on peut imaginer des journées de rencontres professionnelles. Voilà, on connaît les plateaux. On connaît la forme des plateaux. Ils sont totalement évolutifs parce qu'ils ont évolué de toute façon depuis des années. Là, on a une forme effectivement de rencontre professionnelle qui a été initiée et ça nous, comment vous dire, ce n'est pas du processus de création artistique, c'est du processus de création culturelle, on va dire. Mais en tout cas, ça nous fait aussi
réfléchir cette façon de parler de votre travail, en fait, voilà, à partir du réel. Donc merci beaucoup à vous toutes, à vous tous, d'avoir été présents, et remercier également, ça a déjà été fait, mais remercier pour le groupe des Vins, Alexandre Krief et le Théâtre Romain Rolland de nous avoir accueillis aujourd'hui pour pouvoir aussi faire cette rencontre. Donc le prochain plateau, c'est le 11 février. On aura l'occasion d'en reparler, de vous inviter, de s'y retrouver. Est-ce que j'ai oublié des choses, Annette ou Christian? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Non? Bah, écoutez, merci beaucoup.